C'est parti pour cette vidéo dans laquelle nous allons déterminer la matrice d'inertie d'un parallélépipède rectangle homogène. Pour commencer, faisons quelques rappels sur les matrices d'inertie. Et donc considérons B une base orthonormale de l'espace R puissance 3, c'est-à-dire de l'espace à 3 dimensions dans lequel nous vivons. Et donc nous allons appeler les vecteurs de cette base B X flèche, Y flèche, Z flèche. Donc dans ce contexte-là, la matrice d'inertie d'un solide S au point O relativement à cette base B, c'est la matrice carrée de taille 3 qui est écrite ici et que l'on note I entre parenthèses O, S indice la base B. Donc les intégrales qui définissent chacun des 9 coefficients de la matrice sont évidemment à calculer dans le repère O, X flèche, Y flèche, Z flèche. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on calcule la matrice d'inertie en un autre point, par exemple au point A, il faudra calculer les intégrales dans le repère A, X flèche, Y flèche, Z flèche. Donc on fait quelques précisions, notamment sur les notations qui sont utilisées traditionnellement. Donc en général, pour éviter d'écrire pour chaque coefficient l'intégrale sur le solide, etc., on préfère noter ça avec les lettres A, B, C, D, E, F, comme ici écrit, sachant que dans cette notation-là, A, B et C, ce sont les moments d'inertie du solide par rapport aux 3 axes définis dans le repère O, X flèche, Y flèche, Z flèche, tandis que D, E et F sont les produits d'inertie du solide par rapport aux 3 plans de ce repère. Donc maintenant, on considère un parallélépipède rectangle homogène. On décide d'appeler O le sommet qui est ici au fond, si on veut, et on va créer le repère suivant à partir des côtés en fait du parallélépipède. Donc l'axe rouge ici, ça va être l'axe des X, l'axe vert celui des Y, et l'axe bleu vertical, l'axe des Z. Et donc ça permet en fait d'avoir donc la base B qui va être X flèche, Y flèche, Z flèche, et donc on va avoir le repère O, X flèche, Y flèche, Z flèche. Donc maintenant, on appelle petit a, petit b, petit c la longueur des côtés du parallélépipède rectangle, comme indiqué ici sur le dessin. Et donc l'objectif de la vidéo, ça va être de démontrer que la matrice d'inertie au point G, centre de gravité du solide, elle est donnée par cette matrice diagonale-ci. Donc pour cela, on va avoir besoin évidemment du centre de gravité du parallélépipède rectangle homogène, qui est bien évidemment situé en plein milieu du parallélépipède rectangle, c'est-à-dire que ses coordonnées sont A sur 2, B sur 2 et C sur 2 dans le repère O, X flèche, Y flèche, Z flèche. Donc maintenant, toujours ce que j'avais évoqué, ce que j'évoque régulièrement, c'est qu'il faut bien comprendre que comme ici on va calculer la matrice d'inertie au point G, eh bien toutes les intégrales triples seront à calculer dans le repère G, X flèche, Y flèche, Z flèche. Donc dans le repère qui est représenté ici. Donc pour commencer, on va calculer les moments d'inertie A, B et C. Alors concrètement, on va pas directement calculer ces 3 coefficients. En fait, on va d'abord utiliser la linéarité de l'intégrale qui permet de dire que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et donc on fait ça pour chacun des coefficients. Ce qui fait que dans la vidéo, on va continuer par calculer d'abord l'intégrale de x carré dm, puis on va en déduire l'intégrale de y carré dm, et l'intégrale de z carré dm. Et une fois qu'on aura fait ces calculs-là, on regroupera les résultats pour aller pour trouver grand A, grand B, grand C. Donc on commence par le calcul de l'intégrale sur le solide S de x au carré dm, qui est en fait le moment d'inertie du solide par rapport au plan YGZ. Donc l'intégrale sur S, c'est une intégrale triple sur le solide, donc ici sur le parallélépipède rectangle, de x carré fois dm. Mais dm, comme d'habitude, c'est ρ masse volumique du parallélépipède rectangle homogène, donc ρ est constante, multiplié par dv, l'élément de volume qui est ici, dx, dy, dz. Donc comme ρ étant produit de la fonction et que c'est une constante par linéarité de l'intégrale triple, on peut le sortir de l'intégrale. Et on peut aussi maintenant exprimer ρ en fonction de la masse
du parallélépipède rectangle, c'est-à-dire que ρ, la masse volumique, est égale à la masse du parallélépipède rectangle divisé par son volume. Et ici, le volume du parallélépipède, c'est bien évidemment A fois B fois C. Et donc ρ est égal à la masse divisée par A fois B fois C. Donc on remplace ça ici, et on se rend compte que le principal intérêt du calcul de I indice YGZ, ça va être de calculer l'intégrale triple de x carré. Donc pour cela, on se rappelle qu'on a vu dans la vidéo une intégrale triple est-elle égale au produit de trois intégrales simples. On a vu comment en fait dans une intégrale triple on peut la calculer à partir du produit de trois intégrales simples. Donc c'est possible lorsqu'on a deux conditions qui sont vérifiées. La première, c'est que dans la fonction à intégrer, il faut être capable de séparer les variables. Donc c'est-à-dire qu'on peut écrire la fonction sous la forme une expression en x qui ne fait intervenir ni y ni z, multipliée par une fonction en y qui ne fait intervenir ni x ni z, multipliée par une fonction en z qui ne fait intervenir ni x ni y. Donc ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que pour décrire le domaine dans lequel on travaille, eh bien x, y, z sont forcément coincés entre deux constantes, ce qui nous fait 6 constantes en tout. Et dans ce cas-là, on est sûr que l'intégrale triple va être égale au produit des trois intégrales simples suivantes. Donc ici, on va voir qu'on peut appliquer ce résultat-là, puisque comme on doit intégrer x carré, x carré, on peut très bien le réécrire x carré fois 1 fois 1. Donc comme ça, x carré est fonction en x qui ne fait pas intervenir y ni z. Le 1, si on veut, c'est une fonction en y, mais c'est surtout qu'elle ne fait pas intervenir x et z. Et le 1, le troisième là, c'est si on veut une fonction en z qui ne fait pas intervenir x et y. Donc on est vraiment là avec une fonction qui s'écrit comme dans le résultat de la vidéo évoquée précédemment. Et ici, comme on a un parallélépipède rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes, aucun problème, on voit que x va, pour décrire tous les points du parallélépipède rectangle, eh ben c'est décrit par x compris entre moins a sur 2 et a sur 2, y entre moins b sur 2 et b sur 2, et z entre moins c sur 2 et c sur 2. Donc on a bien affaire à 6 constantes, et donc on peut appliquer le résultat de la vidéo évoquée précédemment. Ce qui fait que l'intégrale triple est éclatée, si on veut, en produit de trois intégrales simples. Et maintenant, on n'a plus qu'à calculer ces trois intégrales simples. Donc on commence par intégrale de moins a sur 2 à a sur 2 de x carré dx, donc il nous faut une primitive de x carré, donc ça c'est x au cube sur 3, pas de difficulté, donc à évaluer entre ces deux bornes-là. Donc x3 sur 3, donc c'est 1 tiers fois x au cube, donc on va mettre 1 tiers en facteur devant, et on évalue le crochet en fait de x au cube entre ces deux bornes. Donc ça nous fait a sur 2 au cube, moins la valeur de x au cube quand x vaut moins a sur 2, donc ça fait moins a sur 2 le tout au cube. Donc ça nous donne quoi? Ça nous fait 1 tiers qu'on n'a pas touché. A sur 2 le tout à la puissance 3, ça fait a puissance 3 sur 2 puissance 3, donc ça fait a au cube sur 8. Et puis ici, moins, donc qu'on retrouve ici, et moins a sur 2 le tout au cube, en fait ça fait moins 1 au cube, mais ça fait donc moins 1, fois a au cube, d'où le a au cube là, et divisé par 2 au cube, 8. Et donc finalement, on va avoir ici a au cube sur 8 moins a au cube sur 8, donc ça va faire plus a au cube sur 8, et donc ça va nous faire 1 tiers, celui qui était devant, fois 2 a cube sur 8. Sauf que 8 c'est 2 fois 4, donc on peut simplifier par 2 en haut et en bas dans cette fraction, donc ça va faire 1 tiers fois a au cube sur 4, et donc ça va faire a au cube sur 3 fois 4, c'est-à-dire a au cube sur 12. Ensuite, l'intégrale en y, bon, il faut intégrer 1, donc ça, pas de difficulté. On évalue ça entre moins b sur 2 et b sur 2, donc ça fait b sur 2, moins, entre parenthèses, moins b sur 2. Donc b sur 2 plus b sur 2, ça fait b. Et idem pour l'intégrale en z, même principe, on n'a aucune difficulté, on trouve petit c. Donc, on remplace maintenant dans I indice YGZ, chaque intégrale simple par les valeurs qu'on vient de trouver, et ça nous donne M sur ABC fois donc A cube sur 12 fois B fois C. Donc ici, on constate qu'on a B fois C si on veut au numérateur, et on a aussi B fois C au dénominateur, donc qui sont en produit de tout le dénominateur ici, et le B fois C est en produit de tout le numérateur. Donc on va pouvoir simplifier par B fois C en haut et en bas. Il va donc nous rester le M, le 12, et en A, on a le A cube divisé par A. A cube divisé par A, ça fait A au carré. Donc il nous reste M fois A au carré sur 12.
Donc en résumé, on a trouvé l'intégrale sur S de x carré dm qui vaut en fait ce produit d'intégrale simple. Puis après avoir calculé chaque élément, ça nous donne ça, ce qui nous fait à l'arrivée m à carré sur 12. Bon, ben si on regarde précisément l'intégrale de y carré dm, eh ben on fait exactement le même genre de calcul. On peut appliquer exactement le même raisonnement, et donc au lieu d'avoir x carré à intégrer, on avait dit x carré fois 1 fois 1, ici on dit qu'y carré c'est 1 fois y carré fois 1, on peut éclater l'intégrale triple, et on récupère des intégrales comme ça, qui sont exactement l'analogue en fait de ce qu'on avait juste au-dessus, donc pas de difficulté pour faire ces calculs-là. On trouve donc m sur ABC fois a fois b au cube sur 12 fois c. Et là encore, on peut simplifier. Par a fois c en haut, il y a a fois c en bas, donc ça se simplifie. B cube sur b, ça fait b carré. Et donc on trouve aussi mb carré sur 12. Et exactement la même chose pour l'intégrale en z carré dm, puisque ça fait exactement les mêmes types de calculs. Et on trouve finalement mc fois c carré sur 12. Donc si on retient ce qu'on a obtenu, c'est ces trois résultats-là. Nous, ce qu'on voulait calculer, c'était les moments d'inertie grand A, grand B, grand C. Donc on revient d'abord sur grand A. On avait dit que c'était l'intégrale de y carré dm plus l'intégrale de z carré dm. On récupère juste ce qu'on a fait au-dessus, et ça nous donne, en factorisant par m sur 12, ça fait m fois, entre parenthèses, b carré plus c carré, le tout sur 12. Et puis évidemment, on procède de la même façon pour b, et ça nous donne m fois a carré plus b carré, le tout sur 12. Et pour c, idem, on a m fois, entre parenthèses, a carré plus b carré, le tout sur 12. Donc voilà, ça nous donne en fait la diagonale principale de la matrice d'inertie du parallélépipède rectangle homogène au centre de gravité du parallélépipède. Donc maintenant, on va s'intéresser au calcul des produits d'inertie grand D, grand E, grand F. Donc ceux-là, on a deux façons de les calculer. Donc la première méthode que l'on va utiliser, c'est la version que j'appelle plan de symétrie, puisque on a vu déjà dans une vidéo précédente, la vidéo matrice d'inertie et plan de symétrie, que si la matrice, plutôt que si le solide admet certains plans de symétrie, on a des informations sur la matrice d'inertie. Donc ici, on constate, puisqu'on veut la matrice d'inertie au point G, centre de gravité du solide, en fait, le parallélépipède rectangle, il est symétrique par rapport à tous les plans qu'il y a dans le repère, c'est-à-dire le plan XGY, le plan YGZ, et le plan que je n'ai pas encore cité, qui doit être XGZ. Donc ça veut dire qu'on peut appliquer le résultat qu'on avait vu, qui est celui-ci, c'est que si le solide admet en fait deux plans de symétrie parmi O, X flèche, Y flèche, O, X flèche, Z flèche et O, Y flèche, Z flèche, donc ici il faut penser non pas le point O mais le point G, centre de gravité du solide, et la matrice d'inertie au point G du coup, du solide, dans la base B, c'est une matrice diagonale. Et la matrice qui est diagonale, ça veut bien dire justement que grand D, grand E, grand F sont tous nuls. Et donc, il n'y a pas de calcul à faire, il y a juste qu'à aller revoir cette vidéo-là. Donc maintenant, je propose aussi, pour mettre l'accent sur les calculs d'intégrale triple, je propose une version calcul direct, c'est-à-dire comme si on n'avait pas fait la vidéo sur matrice d'inertie et plan de symétrie. Et là, ça va pas nous demander beaucoup d'efforts, parce que l'effort a été fait en fait sur la façon de calculer l'intégrale sur le solide de x carré dm. Là, on procède exactement de la même façon. On peut éclater l'intégrale triple encore en produit de trois intégrales simples, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le calcul de grand A. Et après, on calcule les intégrales. Donc ici, il vaut mieux commencer par l'intégrale de y dy entre moins b sur 2 et b sur 2, puisque une primitive de y, c'est y carré sur 2. Donc on met un demi en facteur, et on évalue le crochet de y carré entre ces deux bornes. Donc ça fait b sur 2 au carré, moins, entre parenthèses, moins b sur 2 au carré. Sauf que moins b sur 2 au carré, ça fait moins b sur 2 fois moins b sur 2, ça fait donc plus b carré sur 4. Et donc on se retrouve avec b carré sur 4 moins b carré sur 4, donc 0. Et donc, s'il y a une des intégrales qui vaut 0, après 0 fois n'importe quoi d'autre fois n'importe quoi d'autre, justement, ça fait 0. Évidemment, là, pour les plus
Zaghéry, il y avait une façon de voir plus simplement hein, que ça donnait 0, c'est juste que y c'est une fonction impaire, et on l'intègre entre deux bornes qui sont symétriques, si on veut, par rapport à 0. Donc forcément, l'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle comme ça, symétrique par rapport à 0, ça donne obligatoirement 0. Donc c'est pour ça que ici, à la fin, on a bien d qui vaut 0. Et puis pareil pour E, on éclate ça en produit de trois intégrales, et en fait l'intégrale ici de x dx, comme x est impair, celle-là est nulle, celle en z aussi est nulle, donc de toute façon ça va nous donner 0 à la fin. Et pareil pour f, on éclate ça en produit de trois intégrales, et l'intégrale en x ici et l'intégrale en y ici sont nulles, et donc forcément f est nul aussi. Donc voilà, donc en conclusion, la matrice d'inertie du parallélépipède rectangle homogène là, qui est ici, quand on la calcule au centre de gravité du solide, en fait, on a bien le résultat annoncé depuis le début, c'est-à-dire que la matrice d'inertie, donc au point G, centre de gravité du solide, donc calculée dans la base B, qui est donc formée à partir des côtés du parallélépipède, ça nous donne bien cette matrice-là. Maintenant, on va en déduire la matrice d'inertie au point O. C'est-à-dire que là, on a calculé la matrice d'inertie au point G, centre de gravité, mais on peut être amené à calculer la matrice d'inertie au point O, là, qui est le sommet là, du fond là, du parallélépipède rectangle. Donc pour cela, on va appliquer le théorème de Huygens généralisé, qu'on avait déjà évoqué dans une vidéo précédente, qui nous dit que la matrice d'inertie au point O dans la base B est égale à la matrice d'inertie au point G dans la base B, plus m fois cette matrice-ci. Sachant que dans cette matrice-ci, alpha, bêta et gamma, en fait, sont les coordonnées du centre de gravité dans le repère O, x flèche, y flèche, z flèche. Sachant que les coordonnées, on les connaît bien pour le point G ici, donc ça veut dire que alpha c'est A sur 2, bêta c'est B sur 2, et gamma c'est C sur 2. Donc il ne reste plus qu'à remplacer alpha, bêta, gamma dans la matrice ici par les valeurs qu'on vient d'évoquer là, et ça va nous permettre d'aller chercher la matrice d'inertie au point O. Donc précisément, quand on fait ça, on va se retrouver ici avec bêta carré, par exemple, ça fait B sur 2 le tout au carré, donc ça fait B carré sur 4, d'où le B carré plus C carré sur 4 ici. Après, je vous laisse vérifier chacun des coefficients, mais c'est pas bien compliqué. Maintenant, une fois qu'on a toute cette matrice-là, on revient à ce qu'on avait trouvé pour la matrice au point G. Donc ça, on recopie ce qu'on avait là, plus la matrice m fois tout ça. Donc c'est-à-dire chaque coefficient est multiplié par m. Donc c'est pour ça que là, le m apparaît à chaque fois en produit de chaque coefficient. Et après, on additionne les deux matrices. Donc évidemment, là où il y a un triangle de 0, forcément, ça va être facile d'additionner ça avec le triangle du dessus, en dessous aussi. Donc le seul truc qu'il faut regarder d'un peu plus près, c'est par exemple le coefficient en haut à gauche, m b carré plus c carré sur 12, plus m b carré plus c carré sur 4. Bon, si on détaille ça un petit peu, on met ça au même dénominateur, donc il faut multiplier sur la deuxième fraction en haut et en bas par 3, donc ça nous fait, comme ça nous met tout sur 12, et quand on additionne les deux fractions, on a m fois b carré plus c carré plus 3m fois b carré plus c carré, on peut mettre m fois b carré plus c carré en facteur, et donc ça nous fait 4m fois b carré plus c carré. Sauf que maintenant 12, c'est 4 fois 3, donc on a 4 en produit du numérateur et du dénominateur, on peut simplifier, et ça nous fait donc m fois b carré plus c carré sur 3. Évidemment, là, j'ai détaillé comme ça, mais ça revient simplement à avoir que 1/12 plus 1/4, ça fait 1/3. C'est simplement ce qui vient de se passer. Et donc évidemment, quand on va faire le calcul du coefficient qui est ici au milieu, plus le calcul du coefficient qui est ici au milieu, on est encore face au même problème, 1/12 plus 1/4 qui fait 1/3. Et donc à l'arrivée, en fait, la matrice d'inertie au point O dans la base B, ça nous donne cette matrice-ci. Donc en conclusion, on a bien obtenu la matrice d'inertie au point O qui est ici, là, dans le parallélépipède rectangle, et donc dans la base B formée par les côtés du parallélépipède rectangle. Et voilà pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.